Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter, je vais vous faire visualiser quelques vidéos qui concernent l'intervention française, notamment dans le Sahel. C'est malheureux de le dire, c'est malheureux de le constater. Les députés français, là, ne savent même pas ce que c'est que Serval, ce que c'est que Barkhane. Ils n'ont aucune idée. Je répète, les députés français ne savent pas ce que c'est que Serval, ce que c'est que Barkhane. Eh oui, ils ne savent pas. Ils vous disent tout simplement que non, si moi je parle de ça, là, je vais vous raconter n'importe quoi. Donc je ne connais pas. Ils se cachent derrière le fait que non, je ne suis pas, ce n'est pas mon domaine de compétence. Moi, je ne suis pas de la commission des affaires étrangères ou la commission de défense. Eh oui. C'est triste à pleurer. Écoutez, vous-même, vous allez entendre. Parce que nous, quand nous parlons, vous nous dites que non, voilà, vous exagérez et tout. Machin. Je vous dis que ces gens-là ont des problèmes. Je vous laisse écouter. Quand même aussi par les parlementaires à ces questions, parce qu'on peut se dire que si réellement ils souhaitaient exercer un contre-pouvoir, ils pourraient faire quand même quelques actions, par exemple poser des questions au gouvernement. Donc est-ce que vraiment les parlementaires s'en désintéressent? On a voulu aller le vérifier à l'Assemblée nationale directement avec Yumni Kezouf. On s'y est rendu hier, mercredi 11 janvier, ça tombe bien, c'était pile la date anniversaire du lancement de l'opération Serval. L'occasion donc de demander aux députés quel bilan ils faisaient de ces 10 ans de guerre au Sahel. Alors soyons tout à fait francs, ça n'était pas la foule des grands jours à l'Assemblée. On est tout de même parvenu à en interroger 6. Sur ces 6, certains et certaines nous ont tout simplement avoué qu'ils ne connaissaient pas le sujet. C'est les 10 ans de l'opération Serval. Aujourd'hui, les 10 ans du lancement par François Hollande de l'opération Serval au Sahel. Voilà, simplement. C'est vrai? Non, je peux pas parce que je vais dire des bêtises. Non, mais donc, on préfère ça. Voilà. Désolée. Merci. Aujourd'hui, c'est les 10 ans du lancement de l'opération Serval par François Hollande au Mali. Moi, ça fait pas partie de mon secteur de compétences. Donc, forcément, j'effleure un peu la chose. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis, un avis ni intéressant, ni vraiment
voilà, qui apportera quelque chose. Et je pense que je peux dire d'énormes conneries. Donc voilà. Voilà, d'énormes conneries. Deux autres des socialistes ont quand même accepté de nous répondre. Alors eux ont un avis sur la question, mais quand on creuse un peu, on sent bien qu'ils sont pas très à l'aise. Il était très important que la France soit aux côtés du Mali qui en avait fait la demande. Les choses ont depuis beaucoup changé. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait toujours cette coopération contre le terrorisme. Vous, par exemple, aujourd'hui, vous sauriez me dire, il y a combien encore de soldats français au Sahel et dans quel pays ? Oui, en effet, je pense qu'il faut être précis là-dessus. C'est pas simple. C'est pas simple, on le sent effectivement. Ça patauge un peu pour nous citer des pays précis. Il faut voir avec les pays concernés, les pays souverains, comment on peut lutter efficacement ensemble contre le terrorisme. Mais quels sont les pays concernés aujourd'hui, par exemple ? Où sont les soldats français aujourd'hui au Sahel ? Eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut voir, mais je pense que sur toute la bande sahélienne, il y a besoin d'être là. Alors, on n'aura pas eu notre réponse, on en a tenté un autre. Ça fait 10 ans aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, que François Hollande a lancé l'opération Serval au Mali. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est 10 ans de présence militaire française au Sahel, c'était un succès ou c'était un échec ? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait du bilan des opérations. Ce qui s'est passé, évidemment, ces dernières années en particulier, c'est un délitement de la présence française dans la zone du Sahel. On a retenté notre chance sur les pays. Alors, il me semble qu'il y en a encore au Tchad. Voilà, après, je peux pas vous dire, mais je pense au Niger aussi, peut-être. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, mais voilà, je suis pas spécialiste, je suis pas à la commission de la défense ni des affaires internationales, donc... Voilà, bon, il manquait le Burkina Faso, mais c'est mieux que rien. Alors, justement, des membres de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, on en a trouvé, on en a interrogé deux, tous les deux élus RN. Bon, a priori, en tant que membre de cette commission plus affûtée sur les questions internationales, je vous laisse écouter leurs réponses, on n'est toujours pas sur une analyse très pointue. Aujourd'hui, c'est les 10 ans du lancement de l'opération Serval au Mali, qui est devenue l'opération Barkhane. Ça vous inspire un peu ? Non, pas du tout. J'ai pas lancé. Pardonnez-moi, je ne vous ferai pas de commentaires sur ça. D'accord, parce que ça vous... C'est pas le sujet Non, c'est pas bien sûr. Non, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il s'agit de politique étrangère, on va dire, cette opération est une opération militaire et je ne souhaite pas pour l'instant la commenter, voilà. Pour l'instant, ça fait 10 ans quand même. Oui, bah d'accord, mais pour l'instant, je ne veux Quand pas est-ce que vous la commenterez alors ? Dès que j'en aurai envie. Merci. Alors, je vois soupirer un peu tous les deux, je sais pas, Niagalé et Baguette. Vous avez entendu. Ces députés ne savent même pas ce que c'est que Opération Serval. Ce sont des députés. Ils ne savent pas. Ils ignorent complètement ce qui se passe. Mais, écoutez, ces mêmes députés-là, ce sont eux qui parlent toujours de l'Afrique comme si l'Afrique leur appartient. Ce sont des experts. Hein. Ils connaissent mieux l'Afrique que nous, les Africains. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent même pas là où se trouvent leurs soldats. Quand il y en a un qui va vous dire non, je ne suis pas de cette commission. Très bien. Okay. On a trouvé ceux qui sont de la commission. Ils ne savent pas là où se trouvent leurs soldats dans le Sahel. Ça veut dire qu'en dehors du Mali, ils ne connaissent même pas les noms des pays qui font partie du Sahel. Vous voyez à quel point ils sont ignorants, ceux qui prétendent nous gouverner, nous donner des leçons, gérer nos pays. Ils ne connaissent même pas nos pays. Ils ne connaissent même pas les noms. Pire encore, demandez-leur combien de soldats vous avez dans certains pays. Ils ne peuvent pas vous le dire. Puisqu'on a les deux derniers que vous avez entendus là, eux, ils font partie de la commission des affaires étrangères. Donc, eux, ils sont censés maîtriser ce dossier. Le premier, il ne connaît pas un seul endroit là où il y a les soldats français. Il est vague. Il vous dit non, là, toute la côte. C'est comme si, vous savez, il n'y a pas de mer au Mali. Il n'y a pas de mer au Burkina Faso. Donc, quand il dit toute la côte là, il parle de quoi? Vous voyez comment ce sont des fous qui nous gouvernent.
Mais oui, des fous qui nous gouvernent. Il vous dit, regardez sur toute la côte là, il faut voir avec les pays là. Le Sahel, c'est pas, tout le Sahel n'est pas au bord de la mer. Hein. Je ne sais pas. Bon, peut-être que vous allez me dire le contraire. Moi, je ne sais pas où. Ce n'est pas tout le Sahel qui est au bord de la mer. Bien-aimés frères et sœurs. Le deuxième, qui est censé être plus intelligent que le premier, il vous dit non, oh, ils sont au Tchad, ils sont au Niger, Barkhane et au Tchad. Au Tchad, là, il n'y a pas Barkhane. Au Tchad, ce sont des bases militaires françaises qui sont là depuis les indépendances, depuis 60 ans. Vous comprenez? Barkhane s'est replié au Niger. Il a oublié les soldats français au Burkina Faso. Il ne sait pas qu'au Burkina Faso, il y a aussi des soldats. Il est de la commission qui concerne les interventions militaires françaises au Sahel. Ça montre quoi? Que la France est une dictature pure et dure. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est Emmanuel Macron qui décide seul. Ce sont les chefs d'État français qui gèrent le dossier africain sans avoir besoin de l'Assemblée. Je répète, ce que vous voyez là, ça montre que le dossier africain, ce n'est pas les chefs d'État, et plutôt les parlementaires. C'est le président qui gère ça. Ils ont ce qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. Maintenant, ils ont dû supprimer ça, changer de nom et autres, mais il y a des gens qui sont spécialisés, qui travaillent directement avec le président. Eux, leur bureau est à l'Élysée pour gérer les questions africaines. Parce que l'Afrique, c'est le cœur de la France. Si vous arrachez le cœur, l'homme ne peut pas survivre. Aucun homme ne peut survivre. Eh oui. Donc le dossier africain, il n'est pas géré par n'importe qui. Il n'est pas géré par tout le monde. Il est géré uniquement par le président lui-même. Maintenant, je veux vous faire écouter une autre vidéo qui, cette fois-ci, on parle avec un expert de la question qui, soi-disant, a parlé de ça au niveau de l'Assemblée. Il a posé plusieurs questions concernant l'intervention militaire française dans le Sahel. Écoutez, et on va en parler. Extrêmement perturbant de constater une telle ignorance lorsque ce sont précisément les forces armées du pays lui-même qui sont engagées à l'étranger. Moi, je peux comprendre qu'on ne s'intéresse pas aux crises internationales, mais qu'on ne sache pas ce que font les militaires français qui meurent pour le pays, y compris certains partis qui se réclament de la souveraineté française, du rang de la France et de sa défense. Je trouve que c'est particulièrement dérangeant. Alors un député justement qui s'intéresse quand même à la guerre que mène la France au Sahel, on en a rencontré un, c'est l'insoumis Bastien Lachaud. Il est membre de la commission de la défense, il a posé ces dernières années plusieurs questions au gouvernement sur ce que faisait la France au Mali. Il a même demandé des comptes sur de possibles bavures de l'armée française au Sahel, tu en parles Rémi dans ton livre et on y reviendra. Alors pour lui c'est clair, les Françaises et les Français sont sous-informés sur ces questions et c'est la faute des institutions de la Ve République. Comment voulez-vous que les Français comprennent ce qui se passe à partir du moment où, dans le débat public, il n'y a rien. Il n'y a rien, sauf lors des cas tragiques où il y a des morts, des soldats qui meurent au Sahel. Mais alors, c'est la responsabilité de qui? Si d'une part on ne connaît pas les raisons de cette présence, si on n'a pas dressé un bilan honnête sans doute de cette opération, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité des parlementaires qui n'exercent pas ce contrôle? Alors les parlementaires, oui, n'exercent pas le contrôle sérieux de l'exécutif sur ces questions-là, aussi parce que nous n'en avons pas vraiment les moyens. Nous n'en avons pas vraiment les moyens parce que la Constitution de la Ve République fait du président de la République le chef des armées. Nous n'avons que très peu de pouvoir. Déjà, il y a le secret défense, qui fait que nous sommes cantonnés à
savoir ce que savent les journalistes. La plupart du temps, nous apprenons les choses par la presse plus que par l'exécutif. Et si vous regardez les autres pays européens, états-uniens, il y a un vrai contrôle parlementaire sur ces questions-là. Il n'y a quasiment qu'en France que le président seul peut décider d'envoyer des hommes militaires risquer leur vie dans n'importe quel pays du monde du jour au lendemain. Sur la guerre elle-même, Bastien Lachaud estime qu'elle est tout simplement ingagnable. Aujourd'hui, Barkhane n'est plus présente au Mali. Nous ne connaissons toujours pas ses objectifs. Nous n'avons jamais connu les objectifs effectifs de Barkhane. Donc à partir du moment où on mène une opération sans objectif, elle ne peut pas réussir. Stopper le terrorisme, déjà, faire la guerre à un mode d'action, ça ne peut pas fonctionner intellectuellement. Il faut désigner des ennemis, il faut les serrer et agir pour en venir à bout. On n'a jamais désigné nos ennemis. On n'a jamais désigné nos objectifs de guerre. Donc, il ne pouvait pas y avoir de succès. Il ne pouvait pas y avoir de succès. Est-ce que ça veut dire pour autant que les soldats français devaient tout simplement s'en aller de cette région? La réalité, c'est que aujourd'hui, franchement, rien n'empêche nos armées de quitter au moins le Niger et le Burkina. Et donc, si on n'en tire pas le bilan, on ne peut pas en fixer les objectifs. Et donc, on reste là parce qu'on reste là. Voilà, il y a plusieurs choses intéressantes dans ces réponses de Bastien Lachaud, mais je voudrais d'abord revenir sur cette idée qu'il ne pouvait pas y avoir de succès de l'opération Barkhane. Vous avez bien entendu. Ce député qui est censé maîtriser le dossier parce qu'il aurait posé plusieurs questions à l'Assemblée nationale, vous dit que l'opération Barkhane est un échec total, complet. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Il vous dit que on ne connaît pas les objectifs. Il n'y a pas d'objectif. Dans le Sahel, il n'y a pas d'objectif. Mais il ajoute que on n'a pas déterminé. On n'a pas déterminé quels sont les fameux terroristes. Il faut les identifier parce qu'on ne peut pas combattre un concept. Je suis d'accord encore avec lui sur ce point. Dans ma conclusion, je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas d'objectif. Et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas déterminer quels sont les terroristes qu'on doit combattre. Eh oui, vous ne pouvez pas organiser une mission et puis vous partez comme ça, vous n'avez pas d'objectif, vous ne connaissez pas qui vous allez combattre. Parce que, effectivement, comme il l'a dit, on ne peut pas combattre un concept. Le terrorisme, c'est un concept. On ne peut pas le combattre. On combat les terroristes. Donc, il faut d'abord déterminer les objectifs. Voici ce que nous voulons atteindre. Nous partons là-bas pour tel objectif. Voici ce que nous voulons faire. Voici les gens que nous allons attaquer, que nous allons combattre. Mais avant de vous dire pourquoi lui, il ne connaît pas les objectifs et les cibles à atteindre, je vais vous dire ça dans la conclusion. D'abord, je vais vous faire écouter, et là, je ne vais faire aucun commentaire sur les bavures. Il est revenu encore sur la bavure de Bounty. Il y en a plusieurs dans son livre qu'il a écrit. Mais je vais vous faire écouter ça. Je ne ferai pas de commentaire. No comment. Ok? Allez, à tout à l'heure. Dans le souci de ce débat démocratique, il faut que les Français sachent quelles sont les méthodes employées par leur armée pour mener ce genre de guerre. Et il y a eu des bavures qui sont inévitables dans un contexte de guerre. En fait, les autorités ont voulu nous vendre une guerre propre. Ça n'existe pas. Il y a la fameuse bavure de Bounty.
dont fameuse, tout le monde... pas forcément pour tout le monde, il faut quand même... dans le début, en janvier 2021, l'armée française frappe les environs d'un village dans le centre du Mali. Il se trouve que c'est une cérémonie de mariage. Frappe, pardon, donc bombarde. Bombarde, oui, pardon. Un avion de chasse bombarde une réunion d'hommes qui étaient en fait réunis pour une cérémonie de mariage. Ça a été documenté, cette cérémonie, par des organisations des droits humains, de nombreux journalistes, dont Mediapart, et par l'ONU surtout. Et la France a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un rassemblement de djihadistes. Ça c'est, on va dire, la bavure la plus spectaculaire, mais il y en a eu quelques-unes d'autres qui sont quand même importantes, et je tiens à en parler d'une, parce que moi, c'est celle qui m'a considérablement marqué, qui s'est passée quelques années plus tôt dans le nord du Mali, des militaires français qui ont tiré depuis un hélicoptère sur un enfant de 8 ans, et qui non seulement l'ont tué en pensant que c'était un guetteur pour les groupes djihadistes, mais qui sont revenus l'enterrer sans le dire à personne alors qu'il y avait des habitants autour. Et ça, pour moi, c'est une faute majeure qui a d'ailleurs été pouvant être considéré comme un crime de guerre par l'ONU. Et tu expliques dans le livre aussi, effectivement, en quoi, même à titre personnel, pour toi c'était un tournant, puisque tu as commencé à suivre aussi cette opération Serval en suivant les soldats français dans leurs premières évolutions, en voyant aussi cet enthousiasme au Mali dans les premiers temps, ça a constitué un tournant. Voilà, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez entendu, toutes ces vidéos, vous êtes maintenant d'accord avec nous que si vous voulez connaître la vérité, si vous voulez comprendre les problèmes africains, ce n'est ni sur RFI ni sur France 24. C'est avec nous, parce que nous connaissons. L'Afrique, c'est pour nous. Nous sommes allés à l'école pour apprendre comment il faut maîtriser les questions africaines. Oui, vous allez me dire que beaucoup d'intellectuels africains, ce sont les intellectuels qui sont en train de détruire l'Afrique actuellement. Hein. Il y en a nombreux, ceux qui étaient au sommet de Montpellier, hein, où Emmanuel Macron les a invités pour manger le camembert et le foie gras. Mais, en tout cas, nous avons dédié notre vie, notre temps pour décortiquer, pour maintenant vous apporter une alternative à ce que vous avez l'habitude d'entendre. J'ai dit que ce monsieur était la dernière vidéo, c'était quelqu'un qui était le plus intelligent de ceux qui ont été interviewés. Lui connaît un peu mieux le dossier. Mais lui, il vous dit quoi? Il vous dit que l'opération Barkhane, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif. C'est ce qu'il vous dit, il n'y a pas d'objectif. On n'a pas désigné les terroristes. On ne se bat pas contre un concept. Non. Le terrorisme, c'est un concept. On se bat contre les terroristes. Mais ces terroristes-là sont alimentés en armes, en munitions, en argent. Par qui? Par ceux-là même qui prétendent venir les combattre. C'est là où on n'est pas d'accord avec lui. C'est là où même lui, il ne va pas au fond de la question. Parce que les terroristes, ce sont les Français. Ce sont les Français, leurs amis, ce sont les Français qui les alimentent. Le Mali n'attend qu'une opportunité au Conseil de sécurité pour apporter les preuves. Quand il dit qu'ils n'ont pas d'objectif, si, il y a un objectif. La France a un objectif dans le Sahel. C'est le même objectif que la colonisation. Le contrôle des ressources humaines et matérielles. C'est tout. Quand Barkhane, quand, comment vous l'appelez, François Hollande vous dit que nous, on n'avait aucun intérêt au Mali. François Hollande prend le soin de ne pas vous dire que pendant cette même période, ils ont volé au moins 1000 tonnes d'or au Mali. 500 tonnes d'or au Burkina Faso. Ça fait combien? 1500 tonnes.
la France a environ 3000 tonnes. Donc, pendant cette intervention-là, ils ont reçu près de 1500 tonnes d'or. Donc, la moitié. S'ils étaient restés encore 5 ans, la France serait peut-être à 10 000 tonnes. Parce que plus le temps passe, plus ils mettent en place des méthodes plus perfectionnées pour piller encore plus. Donc, les objectifs. Lui, il ne connaît pas les objectifs parce que ces objectifs-là sont top secrets. C'est secret de France. On ne peut pas les discuter de ces objectifs à l'Assemblée nationale. On ne peut même pas discuter de l'intervention de la France à l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas un vrai débat, que nous sommes capables d'assister, voir où on échange correctement, puisqu'on dit que c'est la démocratie. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en a, eh ben, il y aurait des députés qui vont dire que non, mais écoutez, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas normal. Imaginez qu'on fasse ça, les États-Unis fassent ça chez nous, qu'est-ce qu'on va dire? Eh oui. Donc, ce n'est pas qu'il n'y ait pas des objectifs. Oui, lui ne connaît pas les objectifs, mais eux, François Hollande connaît les objectifs. C'est pour ça que François Hollande peut se permettre de mentir sans gêne. On ne sait pas s'ils sont d'abord drogués avant de venir parler des choses comme ça, mais en tout cas, c'est quand même étonnant qu'un ancien président puisse venir vous dire, nous on est allé là-bas, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de matière première, il n'y a rien. On est parti parce que, bon, on aime tellement le Mali qu'on les a colonisés. Eh oui, on aime tellement le Mali que quand Modibo Keïta dit que moi, je veux changer de monnaie, il faut le tuer. Voilà le vrai problème. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de vous démontrer, de vous dire. Là, on vous prend eux-mêmes. Ce sont des députés, tous sont des députés. On dit, ça fait 10 ans que ça est, nous avons intervenu. Quel est le résultat? Pas de résultat. Oui, il n'y a pas de résultat pour les Maliens, mais il y a des résultats pour la France. Parce qu'ils ont pillé, mais ils ont pillé. Moi, je vous parle seulement de l'or. Ils ont pillé d'autres matières premières. Ils ne font que ça. Pourquoi, quand François Hollande vous dit, nous sommes venus par un gouvernement, c'est un gouvernement qui nous a fait appel. Mais donc vous repartez comment? C'est un gouvernement qui doit vous faire repartir aussi. Pourquoi, quand on vous fait repartir, ça soulève un tollé? Ça devient un problème grave. On veut faire tomber le ciel sur la terre. C'est incroyable. Si vous n'avez aucun intérêt, pourquoi vous allez juste à côté? Et comme par hasard, on trouve, vous savez que les voitures que les terroristes utilisent, pour la plupart, elles sont immatriculées en Côte d'Ivoire, à côté là, en Côte d'Ivoire. Et ce sont des voitures de marque européenne. Toutes les voitures. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est de nouvelles voitures. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ouais, le député vous dit qu'il n'y a pas d'objectif. Donc, on ne peut pas réussir. Parce qu'il faut d'abord désigner l'adversaire. Il faut d'abord désigner le terroriste. Mais ils ne peuvent pas désigner le terroriste. Puisque ce sont eux les terroristes. Comment voulez-vous qu'ils s'auto-désignent? Que non, c'est nous les terroristes. Non, nous voulons nous combattre. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Lorsque Laurent Fabius demande au ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, que nous allons introduire une motion au niveau du Conseil de sécurité, je souhaite que vous ne puissiez pas nous empêcher d'intervenir pour aller combattre les terroristes. Lavrov lui répond quoi? Il dit à Laurent Fabius, il dit, oh, mais mon cher Laurent Fabius, ce n'est pas un problème, nous, on vous laisse partir. Mais sachez que les gens que vous allez aller combattre, là, ce sont les gens que vous avez armés en Libye. Vous savez ce que, comment on appelle l'ancien ministre, Laurent Fabius a dit à Lavrov? Il dit, ah ben c'est comme ça, hein? C'est comme ça la vie. Il n'a pas dit, non, 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 vous êtes, vous trompez là, c'est pas ça. Nous, on ne les a pas armés, non. Il reconnaît, quand il dit c'est comme ça, c'est ça la vie. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'effectivement, ils les ont armés en Libye et voilà, qu'ils veulent prétendre venir les combattre encore dans le Sahel, notamment au Mali à l'époque.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est un message que je donne au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso et au président Bazoum, que vous ne pouvez pas combattre le terrorisme avec ceux qui ont créé ce terrorisme. Eh oui, c'est comme si vous cherchez le diable avec l'enfant du diable. Vous voulez tuer le diable et vous avez l'enfant du diable avec vous. Ça n'a aucun sens, ça ne peut même pas se justifier, ça ne se comprend même pas. Et c'est ridicule, c'est dingue, c'est fou, c'est incompréhensible. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, veille. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais, ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, détruits, éradiqués, neutralisés par notre Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.